Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui exactement? C'est Bouaziz. On célèbre un mouvement populaire pour dire stop à la colonisation, au statut international du Maroc à l'époque qui est le protectorat, et de passer à une autre étape, à savoir l'indépendance, et considérer que le Maroc est assez mûr pour être dans les concerts des nations en tant qu'État et en tant que peuple, surtout qu'il participait à l'époque, le contexte c'est la Deuxième Guerre mondiale, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et on est dans une situation où le Maroc était protectorat d'une France exilée. Parce que, vous savez, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et la France a été battue, donc elle a signé l'armistice. Et le maréchal Pétain, qui était donc le chef de l'État, a accepté d'être sous la houlette des nazis. Donc le protectorat marocain était aussi sous ce gouvernement-là battu, qui s'appelait le gouvernement de Vichy. Mais De Gaulle, qui était colonel à l'époque, était contre cet armistice. Il a lancé la résistance française pour la grande France, etc. Et donc il y a un mouvement qui a suivi ça. Et en fin de compte, ce mouvement-là a eu avec lui certaines colonies. Et le Maroc donc est passé, après le débarquement des Alliés le 8 novembre 1942 au Maroc, de l'obédience au gouvernement de Vichy à la France libre, qui avait son gouvernement provisoire à Alger. Donc c'est ça les conditions. On suit un gouvernement qui est en exil, de Gaulle. On est avec les Alliés. Le sang marocain a été mélangé au sang européen. Et les Marocains, avec beaucoup de bravoure, ont combattu dans plusieurs fronts d'Europe. Et ces Marocains-là ont vécu la défaite française et en même temps ont montré leur bravoure, etc., en retournant. Donc ils avaient un autre esprit, etc. Donc les nationalistes de l'époque pensaient que c'est le moment de demander qu'on est assez mûr, parce qu'on aurait pu, en étant colonisé, d'aller avec l'ennemi de notre colonisateur. On aurait pu aller avec l'Allemagne. Nous commémorons aujourd'hui la 62e anniversaire du manifeste en janvier 1944, qui constitue justement un tournant dans l'action populaire, parce que toutes les actions, tous les mouvements qui ont demandé l'indépendance dans le monde arabe et musulman ont toujours axé principalement sur la demande de voir avec le colon comment on peut survivre, nous et vous, dans des conditions qui peuvent plus ou moins alléger cette lourdure de colonisation, mais sans qu'il y ait une vision stratégique, une vision lointaine. Pour le Maroc, le cas était pratiquement différent. Je disais avant que c'est un événement qui a constitué un tournant de l'action populaire pour demander à la fois l'indépendance, mais aussi l'établissement de la démocratie. Chose qui était nouvelle à l'époque, c'est-à-dire demander à la fois l'indépendance, mais aussi établir un système de démocratie qui va donner à chaque citoyen de se prononcer, à chaque citoyen de gérer, à chaque citoyen de se mettre à l'avant-garde. Mais aussi la garantie des droits du peuple, la dignité. Et chose très importante pour le Maroc, c'est la question de parachèvement de l'intégrité territoriale dans le cadre de la monarchie constitutionnelle. Voilà une nouveauté aussi pour le Maroc, parce que on sait très bien dans l'histoire, les pays qui sont à côté et pratiquement les pays arabes, tous les mouvements qui ont travaillé pour l'indépendance, qui ont milité pour l'indépendance, ce sont les mouvements qui ont pris place pour le pouvoir. Le cas marocain, encore une fois, était un peu différent. Le 11 janvier, c'est un changement radical dans l'effort militant du peuple marocain. Il faut dire que pendant les années 30, il y a eu 2 autres manifestes. Finalement, on en a 7 et non pas 5. Le premier était en 1934. Il s'appelait Matalib Sha'b al-Maghribi, les revendications du peuple marocain. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce document et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas encore une précision historique sur ce document qui est
très important. On ne sait pas qui a initié, on ne sait pas qui a rédigé, on ne sait pas dans quelle langue, etc. Et puis, il y a eu 36, avec l'arrivée de la gauche en France. Les Marocains ont cru que c'était une occasion de relancer leurs revendications. Pendant les années 30, les Marocains demandaient simplement des réformes et non pas l'indépendance. C'est-à-dire qu'en 1944, les choses ont changé. M. Bouaziz a parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais dire qu'il y avait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'en 1942, les Américains ont débarqué au Maroc, qu'en 1943, il y a eu ce fameux sommet Roosevelt-Churchill auquel a assisté Mohamed V, et qui a laissé entendre que le monde changera après la Seconde Guerre mondiale. Finalement, à la fin de l'année 1943, il y a la constitution du Parti de l'Istiqlal. Le Parti de l'Istiqlal est la continuité de la Koutla. Et une des ailes formant la Koutla, qui est suivie, c'est Al-Fassi, et l'autre qui est suivi, c'est Mohamed Ben Hassan Al-Wazzani. Donc, on est devant une nouvelle étape dans la lutte pour l'indépendance. L'historien va parler avec un sang-froid. Je ne polémique pas. C'est ce que vous faites depuis tout à l'heure. Arrêtez de dire encore. Non. On l'a bien vu qu'il y en a. Je vais vous dire ce que c'est. Il y a quand même un malaise. Hein. Oui, je vais vous dire qu'est-ce que c'est ce malaise. Oui. Et c'est un malaise positif. C'est un malaise positif. C'est pas de la polémique. Quand vous m'avez présenté, vous avez parlé que ce qui m'est cher, c'est de montrer que la mémoire collective n'est pas la mémoire historique. Surtout votre côté scientifique des faits. Oui, alors ça. Alors, qu'est-ce qui met en fin de compte qu'un pays est dans la modernité et qu'il crée sa modernité et qu'il est dans le... C'est quand la distance entre la mémoire collective et la mémoire historique est moindre. Il n'y a jamais adéquation. Il y a toujours un dépassement, même dans les grands pays. La mémoire, c'est le résultat un peu qui façonne notre imaginaire collectif, mais il est guidé, il est travaillé profondément par les pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux, les pouvoirs sociaux, etc. Alors que la mémoire historique, elle n'est commandée que par le pouvoir scientifique, c'est-à-dire la science académique de l'époque, qui change avec les changements de méthodologie, etc. Donc, mais elles doivent s'approcher. Quand ils s'éloignent, on est dans un pays où l'histoire est absente et on n'a que la mémoire qui est là, etc. Bon, maintenant, quand ils s'approchent, ils ne s'approchent pas d'une manière feutrée. C'est des chocs. C'est ce que nous appelons le choc mémoire-histoire. Et nous sommes en train de vivre un des premiers chocs importants dans l'histoire du Maroc contemporaine, c'est ce choc entre les événements. Vous parlez du nombre de gens qui ont signé, mais juste pour répondre à ce tweet, parce qu'on est parti en pause sur ce tweet-là, de Rachid qui nous disait à chaque 11 janvier, il se pose toujours la même question, pourquoi seuls les Fassi et les Herbati sont les seuls à signer ce manifeste? Il y a les Slaouis aussi, Simani. Il y a beaucoup de Slaouis qui ont signé aussi bien le premier que le deuxième manifeste. Donc ce n'est pas une question de ville. Il est vrai que les premières cellules de nationalistes militants actifs a vu le jour à Fès, à Rabat, à Salé, un peu à Casablanca, puis à Marrakech, puis à Meknès, puis à Sfi, etc., etc. Et Tétouan. Non, il faudrait rendre un hommage appuyé à nos amis tétouanais, à ces Bennouna, à ces terroristes, à ces Mekin Nasseri, qui ont créé un front. Ici, on s'est présenté en ordre dispersé. Eux, ils étaient plus intelligents, ils se sont présentés en ordre. Tous les deux ont signé le même document. Et ils ont présenté un front uni au nom de l'opinion publique du nord du Maroc. Et comme l'a expliqué notre professeur, ils n'ont pas demandé l'indépendance. Avec la considération géopolitique et les calculs qu'il pouvait y avoir à l'époque. Donc, pratiquement, on est dans un contexte nous permettant de dire que Mohamed V avait besoin de ce deuxième manifeste. Il l'a demandé. Boutaleb l'a raconté dans son livre
Parce que pourquoi? Parce que le résident général est venu le voir, il lui a dit Majesté, il n'y a qu'une partie de la population qui demande l'indépendance. Et Boutaleb raconte qu'il a été convoqué par le roi, il lui a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas signé? Boutaleb réagit, explique. Alors le roi lui dit et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit Majesté, on va préparer un autre manifeste. Effectivement, les Chouris ont présenté un autre manifeste en 48 heures. Et ils l'ont présenté à Sa Majesté, à la résidence, et le tour était fait, et l'Union nationale et le front étaient complets. Pour moi, le parti de l'Istiqlal et les indépendants, il était ouvert à tout le monde. Et l'objectif principal était d'abord de présenter ce manifeste et la réaction. Aujourd'hui, on parlait de la réaction des Marocains. Oui, vous voyez, le 11 janvier, on dépose notre manifeste, et le 29 janvier, à Salé, le 30 à Rabat, le 31 à Fès, vous voyez la réaction du peuple marocain. Le peuple marocain, je dirais, jamais et en aucun cas, même je représente le parti de l'Istiqlal ici, que les Istiqlaliens ou ceux qui sont du parti de l'Istiqlal qui ont réagi dans l'avenue, non, pas du tout. Tout le Maroc, les jeunes, les femmes, les vieux, les ulama. Et ils ont commencé d'ailleurs le manifeste, la première manifestation était à Salé le 29 janvier. Ils ont commencé à partir de la mosquée, de la grande mosquée de Salé. Donc vous voyez cette présence du côté autre que, entre guillemets, la petite politique dont on parle. Aujourd'hui, non. Les gens voient autrement. C'est à partir de la mosquée que tous les citoyens se sont rassemblés. Ils ont lu le manifeste, les objectifs, ils ont lu la Fatiha et ils ont descendu dans une manifestation où il y avait tout le monde. Et les signataires étaient les premiers. C'est-à-dire il n'y avait aucune différence entre celui qui a signé, par exemple, je dirais, Feu Boubkal Qadiri, Abdrahim Bouabid, le Mehdi Ibn Barka, il n'y avait aucune différence entre ceux qui ont signé et les autres qui se sont manifestés. C'est-à-dire, c'était un acte des Marocains qui s'est manifesté en première étape dans la signature d'un manifeste, mais en deuxième, ce qui est le plus important, c'est la descente dans les ruelles et dans les rues, dans les avenues, pour dire que nous demandons tous l'indépendance. Il y avait une liberté, une certaine liberté dans le nord. Donc tous ceux qui étaient menacés d'être emprisonnés dans la zone française allaient dans la zone espagnole et faisaient, c'était une base arrière. Mais ça a commencé par l'accord de 31. C'est celui qui a fait tout ça. Maintenant au niveau des textes, seulement des textes. Alors le corps de tous ces textes, à savoir être un pays comme d'autres, comme tous les autres pays, et être dans le concert des nations à part égale. C'est dans le texte du Nord, qui est bien précis. Il est bien précis, il amène tout ça. Mais il ne cite pas démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Il parle d'unité, il parle de ça, pas de démocratie. Dans le texte du 11 janvier, il n'y a pas de démocratie, il y a Shura. Et c'est dans le texte du 13, il y a démocratie. Juste ça, c'est pour les précisions de... Maintenant, au niveau des signataires. Au niveau des signataires, quand j'ai parlé tout à l'heure d'un choc entre mémoire collective et mémoire historique, parce qu'on avait publié dans Zaman le document que je vous ai montré là, qui est publié par le parti de l'Istiqlal. Et publié en France. Qui est en français. Là, je ne sais pas pourquoi vous dites publié par le parti de l'Istiqlal. Le parti de l'Istiqlal ne publie rien en France. Le parti de l'Istiqlal publie d'ailleurs tous les jours. Et d'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez voir sur l'opinion et la LM la liste des signataires. Finalement, l'indépendance n'a pas été l'œuvre d'un parti politique. Il a été l'œuvre du peuple marocain et du roi marocain. Cette vérité, il faut qu'elle éclate un jour. Moi, je pense que c'est la première fois, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'une télévision aborde ce sujet sous l'angle qu'il y a plusieurs manifestes. C'est une chose extraordinaire. Moi, je n'accuse personne, mais je défends que les Chouris, Hizb Shura, étaient dans la bataille. Il ne faut pas l'oublier.
Notre ami parle de manifestation à Salé. Oui, il y a eu une manifestation à Salé. Oui, M. Bouabid était à la tête. Mais à côté, il y avait M. Abdeslam Ben Saïd, que connaît M. Hilali. Il y avait la famille El-Harash, il y avait la famille Znebar, il y avait la famille Talbi, il y avait la... Lorsqu'on parle aujourd'hui de manifestation Salé, on parle de M. Bouabid. M. Bouabid est un grand nationaliste, oui, mais il y avait à côté. Et lorsque M. Bouabid et M. Ben Saïd, les deux qui ont mené cette manifestation, ont été arrêtés, vendredi d'après, c'est M. Mazouzi qui a pris la relève et qui est parti aussi. Feu Boubkir El-Qadiri qui était le. Boubkir El-Qadiri n'était pas dans la manifestation. Si. Non, je m'excuse. Si. Non, il n'est pas. Désolé. Si. Mais de toute façon, non, il ne faut pas me couper. La question sinon on ne va pas terminer. Moi, je fais la question. Attendez. Non. C'est une question. J'essaie juste de ramener ma question. Excusez-moi. Ma question était peut-être un peu simpliste, mais elle. S'il vous plaît, est-ce que je peux poser mes questions? Non, vous posez vos questions lorsque j'aurai terminé ma réponse. Non, mais justement. Parce que vous nous avez accordé beaucoup de temps. Non, mais je vais vous redonner la parole, je reviens. Démocrate. Non, mais vous inquiétez pas, on essaie de le faire, j'essaie de le faire, mais c'est tellement intéressant et tellement passionnant qu'à mon avis, il faudrait une deuxième émission sur le sujet. Je vous laisse finir, Simane. Allez-y, je vous en prie. Voilà, c'est pourquoi je disais que il faudrait sortir de ce cadrage qui a été médiatiquement poussé à l'extrême pour dire qu'il y a un seul parti qui a mené la bataille. Il y a des Marocains inconnus qui ne sont ni de l'Istiqlal, ni de Shora, ni des communistes qui ont mené la bataille. On les a oubliés. Aujourd'hui, il faut rendre hommage à ceux qui ont signé le deuxième manifeste. Notre problème est un problème de hiérarchie. Alors la hiérarchie, soit on va dire le manifeste c'est le premier, le reste vient après et qu'on hiérarchise comme ça, dans ce cas-là, le premier c'est celui du Nord. C'est pas celui de 11 janvier. C'est la base. Soit on discute événement, dans ce cas-là, l'événement c'est le 29, 30 et 31 et cet événement est unitaire. Alors pourquoi il y a ce couac là entre paternité, etc. Il y a ce couac là parce que dans notre mentalité marocaine actuelle qui m'amène à dire qu'on est dans l'antichambre de la modernité. Et donc, ce qui fait qu'en réalité, la grande cassure que nous avons reçue par la modernité occidentale et par le colonialisme, on ne l'a pas encore réduite. On est encore boiteux. Parce qu'on ne veut pas sortir de ces visions unilatérales, de ces visions d'unité fusionnelle, alors qu'il nous faut aller vers une unité fédérale qui accepte la diversité et qui, en fin de compte, permet qu'on soit en diapason avec notre temps. Ça, on ne l'a pas encore fait. Tout le monde, tous les acteurs, de la monarchie à l'extrême droite, à l'extrême gauche. C'est la mentalité, cette mentalité-là qui s'est révélée dans ce débat-là. Il s'agit d'une grève, d'une promotion de stagiaires qui sont entrés dans ces centres de formation après un concours qui a été organisé au début de fin août, début septembre et qui devrait être en classe le 12 octobre dernier. Pratiquement tout a été fait de manière normale, les préparations de l'oral, l'écrit, c'est-à-dire le concours en général, et puis la rentrée s'est faite dans les délais prescrits selon les notes qui organisent ça, et après 2 semaines, tout allait à la normale, depuis le 12 jusqu'au 28. 28 octobre, eh bien, il y avait le début de ce que vous avez appelé le commencement d'une grève de ces stagiaires à l'échelle nationale. Il y avait le commencement, bien sûr, dans certains centres, puis petit à petit, avec la première semaine de novembre, cette grève s'est élargie sur l'ensemble des centres. Bien sûr, ceci dit, on peut dire que le pourquoi de cette grève. Cette grève, pour ceux qui sont en grève, ils disent qu'ils sont contre 2 décrets du gouvernement, de l'exécutif, l'un qui sépare la formation des recrutements et l'autre l'abaissement de la bourse. Ces 2 décrets, à l'avance, ont été adoptés par le gouvernement au 23 juillet. Oui. C'était le 23 juillet. Et le 25, il y avait un communiqué très clair pour
tous les citoyens marocains qui expliquent le pourquoi de ces décrets et comment doit s'organiser l'année 2015-2016 pour la formation des futurs enseignants. Donc, tout a été dit, clarifié par ces deux décrets. Et on a passé au concours avec la note ministérielle qui datait du 29 juillet. C'est-à-dire, les dates sont en concordance et vous voyez comment ils sont liés, comment ils sont ordonnés. Et le concours a été passé dans des conditions normales, comme je vous avais dit, et la rentrée a été faite de la même chose. Et nous n'avions reçu aucune réclamation au début. Jusqu'au 28, il y avait cette grève et cet arrêt de cours. C'est le 28 juillet, le 28 octobre, c'est comme ça que le début des revendications ont commencé. Alors, mais au niveau des médias, bien sûr, on n'en parle pas à ça. Ça, pour moi, c'est une explication. Mais enfin, vous n'avez pas d'explication, mais c'est un constat. C'est un constat. Mais par rapport à ça, pour qu'on puisse après enclencher sur l'explication. La mobilisation est presque la même. C'est un constat. Il y avait la grève des étudiants médecins ou des médecins étudiants. Il y a eu aussi les événements de Tanger, du nord du Maroc, au sujet de la question de l'augmentation des factures de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité qui ont occupé le terrain et occupé une partie des membres du gouvernement pendant un moment. Et puis il y a cette grève qui, de mon point de vue, n'est pas surprenante. Elle n'est pas surprenante en ce sens qu'elle s'inscrit dans une démarche qui est double. Une double démarche. La première, c'est que le gouvernement, et depuis de longues années, a décidé d'abaisser fortement les subventions ou les moyens accordés à l'enseignement, et notamment à l'enseignement primaire et fondamental. Alors juste dans le projet de loi de finances 2016, une baisse de un peu plus d'un point, qui fait 1 milliard de dirhams. Et pour y arriver, il faut commencer par bloquer les recrutements, et donc d'où l'idée de lier le recrutement à ce niveau-là, alors que ces enseignants rentrent après un concours et qu'ils sont supposés passer après directement dans les classes où ils devraient enseigner. Et donc là, on les bloque par un concours. Le deuxième élément, c'est de l'abaissement des subventions qui leur sont accordées, qui devient pratiquement une bourse insignifiante. On passe de 2400 à 1200 dirhams. Alors cela a un double effet. Le premier effet, c'est de dire à ces enseignants, vous ne servirez à rien. La preuve, vous avez beaucoup moins que le SMIC. Et deux, c'est faire en sorte que tous les postulants éventuels pour entrer dans l'enseignement, pour devenir des maîtres dans les écoles marocaines, évidemment, voyant ce type de traitement, voyant cet abaissement déjà au niveau de la base, évidemment, cela empêche de recruter. Et cela rentre dans un troisième volet, c'est que l'État et le gouvernement n'ont plus besoin de renforcer le secteur public. Aujourd'hui, il y a une tendance vers la privatisation de l'enseignement. À mon avis, ça reflète l'embarras des forces politiques parce que, d'une part, il y a une légitimité évidente pour ces étudiants parce qu'ils manifestent, ils réclament, ils revendiquent des revendications légitimes. Parce qu'ils se trouvent dans une situation... Là, il y en a deux, c'est clair. On n'est pas... Voilà, et d'autre part, et donc, il y a une responsabilité évidente du gouvernement. Il y a une responsabilité évidente du gouvernement et surtout du ministère de l'Éducation nationale qui a conçu ces décrets. Normalement, dans la conception des décrets, dans la promulgation de loi, on doit d'abord tenir compte des intérêts, légitimes des intérêts de la population, des intérêts des concernés, de l'avenir du pays, de la nation. Et donc, on doit tenir compte, surtout, par exemple, au Maroc, on est dans un paradoxe, dans un grand paradoxe. D'une part, il y a un chômage de longue durée des diplômés, et de l'autre, il y a des déficits énormes au niveau de la fonction publique, au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de l'enseignement. C'est-à-dire nous avons encore besoin de beaucoup d'enseignants, de beaucoup d'infirmiers, de beaucoup de médecins, de beaucoup d'ingénieurs, alors qu'il y a vraiment une crise, il y a vraiment un blocage, donc surtout au problème de l'employabilité. Ça me rappelle cette histoire du Fonds de développement rural qui a fait récemment un gros incident au niveau du gouvernement, le chef du gouvernement qui signe un projet de loi de finances et puis qui par la suite, lorsque le débat démarre sur le sujet, dit « Ah, j'étais pas au courant
que le fonds de développement rural sera du ressort du ministre de l'Agriculture. Et là, on a l'impression que les parlementaires votent des lois de finances, discutent un certain nombre de textes, mais sans qu'ils sachent exactement de quoi ils retournent. Ou alors c'est le ministre de l'Éducation nationale qui décide sans aucun égard à la loi de finances et sans en référer au chef du gouvernement. Maintenant, ça me rappelle deux éléments importants qu'il faut citer. Cette semaine a été publié le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement humain. Le Maroc est toujours classé 125e. Il était 129e. Aujourd'hui, il a légèrement progressé. Oui. Et si on a ce classement parmi 185 pays, c'est que le système éducatif constitue encore la mère de toutes les crises sociales et économiques au Maroc. Bien sûr, le décret s'inscrit dans cette dynamique de la réforme et de chercher les outils et les instruments convenables pour qu'on puisse aujourd'hui rehausser la formation de nos enseignants. Il faut qu'on passe à un autre niveau, il faut qu'on passe bien sûr à un stade de qualification de notre enseignants. La qualification des enseignants passe par d'abord, et ça a été toujours le cas, il y a une présélection, ce sont des licenciés qui passent par une présélection, puis un concours de l'écrit, puis l'oral et puis la formation. Attendez, juste pour bien décortiquer, je veux devenir enseignant, oui. Je passe d'abord un concours. Oui. Je passe d'abord un concours, après je commence mon cursus. Oui. D'accord. Oui. Donc là aujourd'hui, et ce qui se passait jusqu'à maintenant, enfin ce qui se passe encore, oui. Ce qui se passe encore, c'est à la fin du cursus, c'est sanctionné par un diplôme. Oui. Bon, et je peux commencer à enseigner. Oui, oui, oui. Bon. Avant. Non, mais d'accord, avant. Avant. Voilà. Okay. Juste avant les deux décrets. Oui, c'est avant les deux décrets. Je vais vous expliquer un peu Alors attendez, je reviens vers vous parce que je reviens vers vous. Ici, il y a tout un historique pour comprendre ce qui se passe actuellement. Ouais. Au début, il y avait d'abord ce qu'on appelle l'école supérieure des professeurs. Dans la fin des années 60, début des années 70, on l'a. Les ENS, on les a donc annulés. On a les remplacés par les CPR, les centres régionaux de Alors, les CPR formaient surtout des professeurs pour le premier cycle. Et les ENS formaient des professeurs pour le deuxième cycle, à l'époque. Ensuite, donc, on a révisé ensuite. Donc, elle commençait avec le bac. Pour les CPR, on commençait avec le bac, ou son bac, parfois pour les matières scientifiques, la physique, les maths et les sciences naturelles. Ensuite, on a exigé le bac. Après, actuellement, avec l'expérience qui est en cours, on a demandé, donc on a exigé la licence. D'abord une licence générale, et certains ont deux licences, licence générale, licence professionnelle, obtenues à partir des ENS, justement. Et on passe le concours. Les intéressés passent le concours pour entrer dans les centres régionaux d'éducation et de formation pour obtenir un diplôme d'enseignant, un diplôme de formation d'enseignant. Actuellement, avec les deux décrets, qu'est-ce qu'elle leur dit? On va vous donner un diplôme de qualification, oui. Et après, vous devez passer un concours, un autre concours, un deuxième concours, pour pouvoir intégrer l'enseignement. S'il y avait quelque chose pour lequel le chef du gouvernement devait justement dire sans fait au ministre de l'Éducation nationale, c'est peut-être sur ces deux décrets. Parce que la question de la langue se pose dans tous les cas de figure, on voit bien qu'elle se pose. Et si on ne résout pas ce problème, il y a une levée de bouclier, ou il y a des réactions on ne tranche pas définitivement cette question, on continuera de traîner un gros boulet pour de longues décennies, pas seulement pour des années. Alors cette histoire-là, en fait, si on avait voulu seulement une simple concordance entre recrutement et puis disposition des postes budgétaires, ça aurait pu se faire d'une façon technique, c'est tout simple. Mais là, il y a aussi une réduction salariale importante. Et lorsqu'on dit à ces candidats à l'enseignement que voilà ce que vous valez, plus grand monde ne viendra à l'enseignement. Et lorsque par ailleurs le ministre de l'Enseignement supérieur et le gouvernement dans son ensemble soutient qu'il y a un effort social important parce qu'on aura augmenté les bourses et ainsi de suite. Or là, on est dans le contre-exemple absolu. Dans le contre-exemple absolu, on s'abaisse à abaisser justement
des bourses de 2400 à 1200 dirhams par mois. C'est insignifiant. C'est insignifiant, sauf que ça dit l'obligation où l'État se trouve, où le gouvernement se trouve, de restreindre le déficit budgétaire. Les augmentations des factures de l'eau, de l'assainissement, qui ont été confirmées d'ailleurs, qui vont encore augmenter au début du mois de janvier prochain, vont dans le même sens. D'autres décisions vont également dans le même sens. Et l'idée, c'est de dire, double idée, c'est d'abaisser les engagements financiers au niveau de l'enseignement public, aussi bien dans le ministère de l'Éducation nationale que dans l'enseignement supérieur, puis de dire aux gens, allez vers le privé. Et donc on a finalement une motivation essentiellement financière, essentiellement budgétaire. Au niveau de la formation, il y a bien sûr au centre des métiers de formation de l'éducation nationale, il y a bien sûr des profs compétents, il y a des compétences. Il y a un bon encadrement. On ne peut pas critiquer nos collègues qui travaillent dans ce centre. On n'a jamais dit le contraire. On est en train de vraiment parler de pédagogie mais et il y a d'enseignement de la toujours un pédagogie. mais. Il y a les conditions. Les conditions de travail de ces profs d'ailleurs, qui militent toujours actuellement, les profs de centre, et les conditions de formation des ingénieurs, des stages. S'il vous plaît. Allez-y. Beaucoup de centres n'ont pas d'internat. Donc les professeurs stagiaires doivent louer des maisons pour habiter, ils doivent se débrouiller pour manger. Avec une bourse de 1200 dirhams, on se demande comment vont faire ces professeurs stagiaires et comment vont donner beaucoup plus de temps à leur travail, à la réflexion, à l'étude, à l'apprentissage, etc. Donc ça pose vraiment des problèmes au niveau des conditions de formation. Il n'y a pas de conditions minimales, je ne dis pas nécessairement, il n'y a même pas les conditions minimales en ce qui concerne les professeurs stagiaires ou bien ce qu'on appelle actuellement les étudiants professeurs, d'après le décret. Et ça, c'est un autre problème, puisqu'à l'entrée, on leur a donné un imprimé sur lequel ils ont signé, parce que certains m'ont expliqué, je signe X professeurs stagiaires. Actuellement, on leur dit, d'après le décret, vous n'êtes pas des professeurs stagiaires, vous êtes des étudiants professeurs. Un système qui se respecte ne doit pas se suffire d'une évaluation interne. Il faut qu'il y ait une évaluation externe. Et plusieurs systèmes pour qu'il y ait une qualité à la fin. Normalement, il devrait y avoir une évaluation externe. C'est le concours de recrutement qui devrait se faire après le diplôme. Et pour pouvoir avoir ce panel pour qu'on puisse dénicher et chercher les meilleurs de nos enseignants pour nos élèves et nos autres étudiants, nous devrions bien sûr aujourd'hui séparer cette formation. Et nulle part, ça n'a jamais été, il n'y avait pas directement, une fois la validation des modules, il y avait toujours un examen de sortie. Aujourd'hui, le système a été tellement dévoyé, à un point tel qu'on a cette approche, un enseignant du privé est supposé être meilleur qualitativement parlant, est supposé faire réussir ses élèves plus que le public. Or, 85% des enseignants du privé viennent du public. Ils ne vont au privé que parce qu'ils sont au public. Et cela se passe aussi bien dans l'école secondaire que dans l'enseignement supérieur. Et s'il n'y avait pas d'enseignants du supérieur pour enseigner dans les universités privées, il n'y aurait pas d'université privée. Et je peux vous dire à titre de comparaison qu'un enseignant du public, lorsqu'il enseigne dans le public, il gagne 7 à 10 fois plus que ce qu'il gagnerait dans le privé. Il y avait une conférence internationale où le Maroc participait. Et puis, dans le contexte post-ajustement structurel dans la plupart des pays, ce qui a été constaté, c'est que des dimensions sociales et de développement ont été oubliées dans le processus de mise en place du programme d'ajustement structurel. Le Maroc en a vécu un. Et dans cette conférence, pour rattraper ces retards et ces déficits en termes de développement humain, il y avait des cibles qui ont été fixées et le Maroc était signataire de l'atteinte de ces cibles dans l'horizon 2015. Et donc, il y avait un ensemble d'indicateurs et d'objectifs qui ont été fixés. Ils ont été, pour la première fois, chiffrés. D'abord, ils étaient au nombre de 8 et 7 parmi eux ont été chiffrés. Et les pays se sont engagés à réaliser et atteindre ces cibles, chacun selon la vitesse qu'il doit mettre au niveau national, puisque les déficits n'étaient pas les mêmes selon les pays. Et donc le Maroc s'est engagé dans ce sens-là. En 2015, les bilans sont là. Et donc le Maroc
et avec le HCP, qui avait l'appareil statistique pour suivre l'évolution de ces indicateurs. Avec le PNUD, regarder à chaque année où est-ce qu'on est rendu. Il y avait un rapport qui était publié pratiquement à une raison assez régulière de 3 ans pour voir où est-ce qu'on est par rapport à ces indicateurs-là. Et aujourd'hui, les chiffres montrent que globalement, au niveau national, ces chiffres ont été atteints. Ça ne veut pas dire que partout au niveau géographique, les indicateurs sont réalisés, mais au niveau national, on devrait être satisfait puisque nous avons atteint la cible sur laquelle nous nous sommes engagés. Pour le rapport de 2015, il est donc enrichi à 2 raisons. Particulièrement, il dresse un bilan global des objectifs de millénaire pour le développement sur toute la période 1990-2015, c'est-à-dire en l'espace de 25 ans, et se base actuellement sur des données actualisées, inspirées sur soit de grandes opérations, le recensement général de la population de l'habitat 2014, soit l'enquête nationale démographique et consommation 2013-2014, soit l'enquête démographique à passage répété 2009-2010. Donc, et une contribution aussi des départements ministériels concernés, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le département de l'Environnement, le département de l'Énergie, l'Habitat, y compris le ACP, vu le responsable des mesures de la pauvreté. Le Haut Commissariat est chargé actuellement et coordonne et assure le suivi et la coordination du rapport des objectifs de millénaire pour le développement depuis 2003. Il y a le premier rapport et actuellement on a réalisé 6 rapports nationaux sur les objectifs de millénaire de développement relatifs aux années 2003, 2005, 2007, 2009, 2012 et 2015. D'accord. Donc pour les objectifs, j'ai dit aussi, je peux préciser que ce rapport, c'est une contribution donc basée sur une approche participative et concertée par les départements ministériels concernés, le secteur privé, la société civile et le système des Nations Unies. Les 7 agences, quand vous parlez des objectifs, ce sont des objectifs génériques que j'imagine les Nations Unies posent à mon avis pour tous les pays, mais qui sont affinés. Tous les pays, donc tous les pays, depuis la déclaration, 145 chefs d'État ont fixé un certain nombre d'objectifs qui relèvent. Premièrement, ils relèvent premier objectif, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Deuxième objectif, assurer l'éducation primaire pour tous. Troisième objectif, c'est promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. L'objectif 4, c'est réduire la mortalité de moins de 5 ans. L'objectif 5, c'est améliorer la santé maternelle. L'objectif 6, c'est combattre le VIH-Sida, le paludisme et les autres maladies. L'objectif 7, c'est assurer un environnement durable. Et l'objectif 3, c'est mettre en partenariat, un partenariat mondial pour le développement. Pour l'éducation, l'enseignement primaire est pratiquement généralisé. Donc on est passé de quasi généralisé parce qu'on est passé de 52,4% en 1990 à 99% en 2014. Donc c'est presque généralisé. L'alphabétisation de la population âgée de 15 ans, 24 ans. Mais ça ne prend pas en considération l'abandon scolaire. On a juste accès. Est en voie de l'être. Donc en voie de l'être, avec toute une amélioration plus significative parmi les filles que les garçons. Le taux d'alphabétisation pour la tranche d'âge 10 ans et plus aura aussi de la cible fixée par les objectifs de millénaire pour le développement. Donc c'est proche, 68%, par rapport à 80%, il y a une certaine Alors, il s'agit bien entendu de nuancer tout ça, tous ces chiffres. Non, mais justement, c'est pour ça que je donne la parole à Moussina, pour qu'ensuite on puisse comprendre ces chiffres. Il est clair que l'accès, comme dit Moussina, d'accord, à la limite, tous les enfants de 6-7 ans trouvent une place à l'école pour s'inscrire.
La question qui suit, je crois que c'est le ministre de l'Éducation qui disait dans une des déclarations que 72% de ne comprenaient pas ce qu'on leur disait. Ne savaient pas lire et écrire après 6 ans de classe. Donc c'est une première constatation. Ensuite, Larbi Hanan va le dire peut-être plus, c'est que l'abandon scolaire, puisqu'il ne suffit pas d'inscrire quelqu'un pour être sûr qu'il va effectivement aboutir. Et puis les taux de déperdition scolaire au collégial sont énormes. Peut-être au niveau primaire, c'est encore gérable, mais au niveau collégial, au niveau du collège et donc du lycée, c'est faible. Ceci témoigne de la faiblesse du rendement du système scolaire marocain au niveau interne et externe. Et en plus de ça, donc, il y a la qualité, il n'y a pas que l'accès. D'où la fixation de nouvelles cibles pour l'éducation au lieu de se focaliser juste sur ce qu'on appelle généralisation, le concept de base de la généralisation. Je crois que, comme ça a été dit, durant les 6 premières années du primaire, il y a le taux de généralisation brute, mais il y a également le net. C'est qu'entre l'entrée dans le cycle du primaire et la sortie, il y a des abandons, pour des raisons diverses. Et il y a également la qualité de l'enseignement au niveau du primaire. Il y a un problème, pas seulement au niveau de l'investissement matériel. L'État a déployé un effort gigantesque depuis les années 60 pour pouvoir arriver à l'objectif de généralisation. Mais le fond du problème réside dans l'opération pédagogique. L'indice de développement humain, d'abord, comment il est né? Pourquoi il est venu? Puisque avant 1990, les gens utilisaient juste le revenu national par habitant pour classer les pays. On a dit c'est une mesure qui était insuffisante. Donc il fallait enrichir. On a enrichi en ajoutant 2 dimensions, la santé et l'éducation. La santé à travers l'espérance de vie en bonne santé et l'éducation en bonne santé et l'éducation à travers le nombre d'années pour les personnes ayant 25 ans et plus dans le système scolaire. On prend ces 3 grandeurs, ajustées techniquement, on ne va pas rentrer dans le détail, selon une certaine moyenne et on fait sortir un chiffre qui est compris entre 0 et 1. Chaque année, on le calcule. Alors, on ne va pas aller dans le détail, mais globalement, les pays renseignent ces grandeurs et les envoient au bureau de statistique du PNUD à New York et que là-bas, les experts du PNUD calculent cet indicateur sur la base de l'information qui est produite dans les pays à la base. Simplement pour répondre à la question de la téléspectatrice, c'est que certains pays n'ont pas un bon système statistique. Certains pays peuvent même manipuler des chiffres. J'ai été dans plusieurs pays arabes, dans plusieurs pays africains. C'est basé sur la bonne foi sur la bonne foi. Alors cette bonne foi est parfois absente. Parfois on veut rendre, c'est pas moi, des chiffres plus vrais que réalité. Et on envoie aux instances internationales des chiffres qui sont faux. Et effectivement, on se retrouve que certains pays, comme la Libye, se retrouvent mieux que le Maroc dans l'indice de développement humain, où on trouve certains pays effectivement en guerre qui sont meilleurs. Il ne s'agit pas pour nous de dire qu'on doit changer ça pour l'embellir, non. Nous prenons la réalité, on essaye de l'améliorer. Donc, pour répondre à la question, c'est basé essentiellement sur les chiffres produits par les pays eux-mêmes et qui sont concoctés, reproduits au niveau des Nations Unies à travers un indicateur synthétique qui est l'IDH. Si on imagine que cet indicateur était élaboré en 1974, nous avons connu une flambée. 4 fois le prix de phosphate a été multiplié par 4. Peut-être nous aurions enregistré, peut-être entre guillemets, un satisfecit. Donc vous voyez, il y a les conjonctures et il y a les structures. Maintenant, quand on parle du XXIe siècle, l'investissement qui rapportera, c'est l'investissement en éducation et en savoir. Nous traînons malheureusement cet art au niveau du système éducatif marocain. C'est ce qui fait que quand on pondère l'indice, même si nous admettons que nous connaissions une flambée du PIB à 10%, ça ne veut pas dire que notre indice, nous allons sauter 3 ou 4 ou 6 places. Pourquoi? Parce qu'il y a cette pesanteur disons, de l'attractivité du territoire, entre guillemets, du territoire cognitif, du territoire scientifique, du territoire en termes d'éducation et de qualité de l'éducation. C'est ça. Les investissements se dirigent actuellement où?
là où il y a un niveau d'éducation et de qualification de la main-d'œuvre élevé. Demain, j'imaginerai dans 2 décennies ou 3 décennies que rien n'empêchera Microsoft d'aller s'installer en Inde, entièrement en Inde, ou en Chine. Je voudrais ajouter juste un chiffre. Même si un pays réalise des avancées, comme le cas du Maroc, pour l'IDH et pour le classement, il faut comparer à la vitesse avec laquelle les autres évoluent. Malheureusement, nous avons enregistré, comme vous le dites, plusieurs attentats en Turquie. Et tout ceci ne fait que compliquer la situation dans cette région du Moyen-Orient et bien sûr dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que la Turquie, pour elle, la priorité, c'est le conflit avec les Kurdes. Le parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, très connu, avec bien sûr 18% de la population turque sont des Kurdes, surtout dans la région sud-est de la Turquie. Et ça fait quand même un conflit qui dure. Deuxième priorité, deuxième défi, comme ça a été dit dans votre éditorial, c'est la lutte contre Daesh et le terrorisme. Bien sûr, ces attentats ne font que compliquer l'analyse, que compliquer la situation dans cette région, étant donné que dans cette région, nous avons quand même 4 puissances régionales, la Turquie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et il ne faut pas oublier Israël. Donc nous sommes au cœur d'une région qui a des divergences, des contradictions et vraiment une complexité dans l'analyse géopolitique du Moyen-Orient en relation avec ce qui se passe. On connaît la situation dans la région aujourd'hui, on connaît la situation avec la Russie, on connaît la situation avec les Kurdes, mais déjà au niveau de l'organisation de l'État islamique, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ait une telle escalade? Effectivement, je rebondis sur le constat de mes collègues pour dire que la Turquie, d'abord, constitue un acteur majeur dans la région. Et les attentats terroristes qui ont été, je dirais, très meurtriers, étaient fatals pour la stabilisation en Turquie, résultent particulièrement d'un ensemble, ou je dirais beaucoup plus, qui sont une conséquence, en fait, d'une politique étrangère ambiguë de la part de la Turquie. Parce que, dès le début de la crise syrienne, la Turquie avait pour objectif essentiel 2 points. Tout d'abord, il s'agissait de faire chuter le régime de Bachar al-Assad. Ça, c'était le point primordial. Et bien entendu, lutter contre l'expansion des Kurdes et le renforcement des Kurdes. Au départ, le responsable turc, je pense, avait misé sur une crise assez courte et une chute de Bachar al-Assad dans une période très réduite. Le problème, c'est que la crise syrienne a duré. Et je dirais que la guerre par procuration qui a été engendrée après, je dirais, l'affrontement, le confrontement indirect entre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, ainsi que l'Iran, a fait en sorte de créer un certain nombre d'organisations, je dirais, militaires, qui travaillent de part et d'autre, pour le compte de chacune des deux parties, évidemment. Ces organisations terroristes, je dirais, se sont renforcées et ont permis l'émergence, je dirais, d'un climat où l'État islamique a pu se développer. La communauté internationale devait impérativement réagir à cette situation. C'est la raison pour laquelle ils ont misé en quelque sorte sur les Kurdes, sur le Peshmerga, qui étaient les seules forces fiables sur le terrain pour combattre l'État islamique. Une situation que la Turquie refuse, et craignant évidemment, je dirais, le développement même des Kurdes, de renforcement militaire, logistique par la communauté internationale, et surtout, je dirais, la perspective d'une création d'un État kurde là-bas, a fait en sorte que la Turquie, je dirais, je vais utiliser un terme un peu fort, soutient en quelque sorte officieusement l'État islamique contre les Kurdes. Mais effectivement, je dirais la situation où je dirais la politique étrangère ambiguë de la Turquie a poussé en quelque sorte
la communauté internationale à réagir également vis-à-vis de la Turquie et de l'inciter à éclaircir sa position. Craignant aussi le fait que la communauté internationale soutienne beaucoup plus militairement et logistiquement les Kurdes, les responsables turcs ont été obligés plus ou moins d'inscrire le Daesh comme organisation terroriste, qui s'est fait juste récemment, et bien entendu de lutter matériellement également et d'ouvrir ses bases pour les drones américains afin de bombarder les positions de Daesh. Avec les attentats, avec l'insécurité, Erdogan et son parti, le PJD, ont joué sur la peur. Et c'est la peur qui a gagné lors des élections du 1er novembre 2015, qui a donné une majorité absolue à Erdogan pour avoir un gouvernement d'un seul parti politique et non pas un gouvernement avec des alliances avec les autres partis. Donc l'insécurité, les attentats ont joué pour Erdogan, pour le PJD et aussi pour cette majorité absolue qui était nécessaire pour Erdogan, elle l'est toujours, pour qu'il change la constitution pour passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Et tout le monde critique la domination, l'autoritarisme de Erdogan sur la scène politique. À ne pas oublier aussi que pour la média, il n'y a pas de liberté de presse en Turquie et que la Turquie est bien placée au niveau mondial en ce qui concerne les arrestations et aussi les assassinats de journalistes. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que Erdogan va pouvoir encore une fois se conforter, enfin se renforcer avec cette vague d'attentats? Parce que les gens ont voté la sécurité, ils ont voté la stabilité, ils ont voté un gouvernement stable avec un seul parti. Et puis il y avait cette bourgeoisie montante, cette classe moyenne qui voudrait cette stabilité et une amélioration des conditions de vie. Ne pas oublier que la Turquie, elle est toujours une puissance économique, parce qu'elle fait partie du groupe des 20 puissances économiques après le Brésil, l'Inde, bien sûr, les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Elle est classée 16e sur le plan international au niveau économique. Donc c'est une puissance économique qui a besoin de stabilité dans la région, qui a besoin d'investir ailleurs et qui a besoin d'améliorer les conditions de vie et une croissance économique qui était de 8% en 2010 et elle est maintenant à 3%. Avec bien sûr cet impact de la crise économique et financière de l'Union européenne. Donc il y a une demande de la part de cette couche moyenne et de la population turque pour une amélioration des conditions de vie et pour dépasser cette crise du chômage qui est très importante, elle est de 10% comme le Maroc, mais une inflation à 8% qui dépasse l'indice du Maroc. Ne pas oublier que la Turquie est classée 75e sur le plan de l'indice de développement humain, alors que le Maroc, c'est 125e. Il ne faut pas oublier que PKK ne représente pas les Kurdes. La première des choses. Moi, je compare PKK à Polisario. Personnellement, je compare. Parce que, est-ce que les Sahravis sont d'accord avec une séparation? Non. Les Sahravis n'ont pas de problème. C'est Polisario qui a des problèmes. Et c'est exactement la même chose chez nous. C'est les PKK qui ont des problèmes. D'ailleurs, leurs origines sont toujours très compliquées. On ne sait pas, il y a des Arméniens, il y a les machins. Donc, et ce ne sont pas des Kurdes qui sont représentés dans ce truc terroriste. C'est bien. Voilà. Donc, il faut bien souligner les choses. Oui, c'est bien. Voilà. Bien donc, de part et d'autre, il y a ça déjà. Et puis, parlant des problèmes kurdes, des choses qui se passent là-bas, effectivement, il y avait un cessez-le-feu qui a repris récemment parce qu'il y a eu des attentats ou autre chose, parce que ça a été, comment dire, en une sorte, ils ont changé une fois que les gens, ils ont su que ça ne va pas continuer les pourparlers, voilà, les négociations, c'est ça, pardon, merci. Donc, je pense que c'est avec ça que ça s'est arrêté, mais comme je dis, il y a toujours des choses qu'il faut voir, et c'est HDP qui est actuellement au Parlement, qui représente, c'est vrai que sur HDP aussi on peut dire beaucoup de choses, parce que
on connaît leur leader, mais au moins le leader qui est actuel, qui veut parler des choses démocratiques. Donc voilà. Mais comme je dis, je voudrais mettre l'accent sur encore cette chose qui est très importante pour nous. PKK ne représente pas du tout les Kurdes. Voilà, parce que ça nous permet de mieux comprendre. Justement. Et on est là pour ça. Les Kurdes, au début, ils étaient en mesure de dire que nous sommes les soldats aguerris. Et comme ils ont une histoire guerrière, ils étaient là pour contrecarrer Daesh. Et c'est pour cela qu'ils ont pu arriver à libérer plusieurs zones occupées par Daesh auparavant par les Kurdes. Et bien sûr, les Kurdes étaient aussi soutenu par les États-Unis et par les Occidentaux qui avaient intérêt à renforcer les Kurdes. Le renforcement du Kurde posait problème à la Turquie parce que pour elle, la priorité, c'est la lutte contre les Kurdes et non pas contre Daesh. Voilà pourquoi la situation est tellement compliquée. C'est la raison pour laquelle la Turquie a adopté cette position contre Daesh officiellement. Parce qu'elle craignait que la communauté internationale ne soutienne davantage les Kurdes militairement, logistiquement et financièrement, dans une perspective de créer une sorte de zone kurde qui, dans un avenir proche ou lointain, se développerait en un État. Donc cette position-là, la Turquie l'a vite ressentie. Elle a adopté cette politique contre Daesh, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on assiste à ces attentats. C'est cette nouvelle politique contre Daesh qui a fait que Daesh réagit en mettant en place évidemment ces nombreux Alors, attentats. quel impact ça peut avoir? On parlait de la situation économique de la Turquie. Quel impact peuvent avoir ces attentats aujourd'hui, cette vague d'attentats? On regarde un sujet de Manal Ardari. La Turquie, la plus grande économie en Europe centrale et orientale. Ankara a 3 priorités au niveau économique: maîtriser l'inflation, lutter contre le déficit de la balance courante et mettre en place des réformes structurelles. L'économie turque repose sur 3 grands secteurs. L'industrie manufacturière est la principale branche d'activité industrielle turque. Elle constitue quasiment 30% du produit national brut et emploie près de 26% de la main-d'œuvre locale. Quant à l'agriculture, elle contribue à près de 10% au PNB. Le tourisme représente pour sa part 4% du PIB, avec approximativement 31 millions de touristes par an. En revanche, la Turquie souffre d'un déficit du compte courant, les importations sont supérieures aux exportations, l'épargne est faible et le secteur informel est important. Depuis le 1er janvier 2016, les acteurs du tourisme et les producteurs agricoles turcs ont commencé à souffrir de l'embargo russe. Moscou a introduit des mesures de représailles contre Ankara, conséquence de la crise diplomatique commencée en novembre dernier, quand l'armée turque a abattu un avion russe à la frontière syrienne. Sur le plan géopolitique, la Turquie peine à préserver la stabilité régionale à cause de la multiplication des crises. Les tensions en Syrie ont entraîné la rupture des relations bilatérales entre Ankara et Damas, particulièrement rapprochées depuis les années 2000. Et pour cause, le soutien turc à l'opposition syrienne. La zone frontalière entre les deux pays est aujourd'hui le théâtre d'incidents de plus en plus violents. Les relations de la Turquie avec l'exécutif irakien s'est dégradée aussi depuis plusieurs années, car Bagdad a accusé Ankara d'ingérence. Avec l'arrivée du Premier ministre Haïdar al-Abadi, les relations bilatérales se sont améliorées, mais la Turquie plaide encore pour une meilleure inclusion des sunnites dans le processus politique irakien. Aujourd'hui, la Turquie est un élément majeur sur l'échiquier politique international, notamment en ce qui concerne la crise migratoire. L'accord signé le 29 novembre 2015 à Bruxelles entre les Européens et les Turcs est censé être historique, car les discussions entre les deux parties sont au point mort depuis des années. En partie, je suis tout à fait d'accord concernant l'adhésion de la Turquie dans la CE d'abord en 1986 et puis à l'Union européenne. Les négociations ont traîné. Bien sûr, il y a le nom connu de la France, de la Grèce et du Chypre à cause de la question chypriote. Mais aussi, il y avait cette condition européenne concernant le respect des droits de l'homme et la démocratie et la réforme de la justice et la liberté de la presse. Ce sont des valeurs de l'Union européenne. Sans ça, on ne peut pas parler de négociation. Il y avait la reconnaissance en France, le débat sur la reconnaissance du génocide arménien. Oui, bien sûr, ça c'est. Et puis il y avait aussi ce problème de Kurdes qui était soutenu un peu partout en Europe par, bien sûr, par des aides humanitaires, etc.
la Turquie, avec cette incapacité de l'Union européenne à gérer le dossier des réfugiés, puisque les Roumains, les Hongrois, les Bulgares avaient d'autres positions que les autres pays de l'Union européenne. L'Angleterre n'en parlons plus. Donc Bruxelles était dérangée dans ses positions divergentes au sein de l'Union européenne. Bon, il y avait l'Allemagne qui voulait recevoir plus de 248 000 réfugiés, mais l'Allemagne a besoin d'une main-d'œuvre. L'Allemagne a déjà 3 millions de travailleurs turcs qui sont bien intégrés, paraît-il, en Allemagne. Donc l'Allemagne avait besoin de cette aide. Bon, il y a eu la réaction de la société civile et des partis politiques qui sont contre cette ouverture incontrôlable pour les réfugiés syriens, afghans, maghrébins aussi, et éthiopiens, etc. Mais la Turquie, comme ça a été dit, a bien exploité ce problème de réfugiés pour demander de l'aide, parce que pour elle, la résidence de réfugiés dans les camps de réfugiés en Turquie leur coûte quand même 3 milliards d'euros. C'est ce que M. Erdogan a demandé à l'Union européenne. Ça a été accepté, mais la Turquie ne voulait pas jouer le gendarme de l'Europe.